La 79e Assemblée générale des Nations unies s'ouvre à New York sous fond de dilemme pour les pays africains qui se voient proposer des places permanentes, des sièges permanents au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU, mais sans pouvoir de décision. En même temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, organise la semaine de haut niveau, le sommet de l'avenir, soldé par le pacte pour l'avenir. Ce pacte vient donc pour remettre au goût du jour l'objectif de remobiliser la communauté internationale autour de stratégies de développement durable dont la réalisation est souvent mise à mal par plusieurs crises en cours dans le monde. Quelle est la réelle place du continent africain au sein des Nations Unies? Y a-t-il une réelle place pour ce continent? Devrait-il se coltiner les sièges à lui proposer sans pouvoir de décision, c'est-à-dire son droit de veto? On aura le temps de répondre à ces différentes interrogations sur ce plateau, alors dans ce studio de For You Radio que vous maîtrisez assez bien. Nous aurons également le temps de discuter de l'actualité au Tchad avec la sortie américaine qui parlait du débarquement et du redéploiement de militaires américains sur le territoire tchadien. N'Djamena frappe du poing sur la table et remet les pendules à l'heure. Le Tchad est seul garant de sa souveraineté sécuritaire. On en parle dans cette émission. Vous l'avez compris, il s'agit de Regard panafricain. Vous êtes les bienvenus à tous. Merci d'être avec nous. Et merci aussi à notre invité, qui n'est nul autre qu'André Christelle Fanga, directeur de publication et analyste habitué de ce studio et de Regard panafricain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Bégoudé. Merci pour l'invitation. C'est une marque de confiance, n'est-ce pas, à mon égard, que vous m'invitiez tous les lundis pour justement discuter des questions extrêmement importantes pour notre continent. Bonsoir à la partie technico-artistique de la production de cette très belle émission suivie par le monde entier. Bonsoir à tous les acteurs, n'est-ce pas, que ça soit au Cameroun, que ça soit ailleurs, n'est-ce pas, qui travaillent d'arrache-pied pour que la pensée que nous avons, le combat qui nous a été légué par les aïeux puisse être honoré de tous et que chacun puisse mettre le pied à l'étrier pour justement remettre l'Afrique dans sa position. Permettez-moi de saluer le premier secrétaire du PURS, président directeur général du groupe For You Media, et où j'ai vu une très belle interview dans une chaîne hexagonale, n'est-ce pas, pour ne pas dire RT, où il a réagi par rapport à certaines actualités. Et donc, vous voyez comment le Cameroun est honoré à des sommets aussi importants ou bien à un niveau très élevé grâce à des dynamiques jeunes comme Serge Espoir Matomba. Et ça, nous ne pouvons être que fiers et dire, Monsieur le Président, Serge Espoir, continuez, travaillez d'arrache-pied pour que l'Afrique continue à rayonner au-delà de nos petites frontières, mais au-delà du monde entier. Parce que nous ne sommes pas seulement un continent qui est tellement grand, mais nous avons aussi des intelligences aussi qui traversent les frontières. Et ça, je tenais à saluer le président Serge Espoir Matomba pour ce travail qu'il est en train d'abattre dans le monde. Merci André Christelle Fanga. Eh bien, vous le savez, les échanges démarrent juste après cette transition. Vous êtes sur For You Radio, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci aussi d'être sur For You Media Africa, car on le rappelle, vous nous regardez sur notre télévision For You Africa, vous nous regardez sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver. André Christelle Fanga, les pays africains font face à une vague d'insécurité. On le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso, on le voit au Niger, on le voit aussi au Tchad. Mais le Tchad déclare être un État souverain et seul garant de décisions en matière de sécurité nationale, selon le chef de la diplomatie tchadienne. On rappelle que ceci découle d'une nouvelle publiée par Voice of America, où d'ailleurs à Washington, on affirmait qu'un débarquement de troupes américaines se préparait, un redéploiement de troupes américaines sur le territoire tchadien était en préparation alors qu'on
on demandait auparavant le départ de ces troupes américaines et la fermeture de cette base sur le territoire tchadien. Déjà, dans quel prisme est-ce que vous inscrivez cette déclaration américaine vis-à-vis du Tchad? Faut-il penser qu'il s'agit d'ingérence? Faut-il penser qu'il s'agit de déclarations qui visent à démontrer l'assujettissement du Tchad aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, André Christelle Fanga? Écoutez, je pense que c'était une démonstration de force, n'est-ce pas, des États-Unis, pour dire que nous maintenons encore ces pays, n'est-ce pas, en particulier, n'est-ce pas, le Tchad dans notre giron. Donc on peut décider de déployer des troupes quand on veut et à n'importe quel moment. Heureusement que le Tchad aujourd'hui, n'est-ce pas, a du répondant. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que le président Mahamat, le général, n'est-ce pas, a tous les problèmes du monde aujourd'hui, qui n'est pas, soi-disant, qui est taxé de ceci et de cela. Les enquêtes sont menées en France pour des futilités et on en passe parce qu'il a brillamment gagné cette élection, n'est-ce pas, face à un autre vendeur d'illusions appelé Success Masra, qui est finalement, on ne sait plus où il se trouve maintenant, bon, qui continue dans ses discours. Mais nous comprenons aujourd'hui que le Tchad est dans la logique de retrouver sa souveraineté et sa vraie souveraineté. Et elle se traduit par justement cette décision, n'est-ce pas, du ministre des Relations extérieures qui rappelle, n'est-ce pas, à ces médias et aux Américains que le Tchad est un pays souverain. C'est le Tchad qui décide d'accepter sur son territoire des troupes, des forces, n'est-ce pas, de défense, parce que en matière de défense, c'est le Tchad encore qui s'occupe de sa défense et non un autre État. Elle n'a pas sous-traité, n'est-ce pas, sa défense à un autre État, un quelconque État ou bien un quelconque groupe, n'est-ce pas, que ce soit paramilitaire ou j'en passe, ou bien militaire, non. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une réaction, n'est-ce pas, en fait, c'est une déclaration même de guerre. C'est une déclaration, n'est-ce pas, qui veut provoquer le Tchad pour qu'on voie est-ce que le Tchad a réellement les couilles pour parler ainsi, n'est-ce pas, de répondre favorablement ou bien d'accepter comme un chien couchant de l'impérialisme face à une décision qui est publiée directement dans les journaux et qui ne passe pas, vous voyez, un peu par les canaux diplomatiques, parce que quand même, si cette déclaration était passée par les canaux diplomatiques, c'est-à-dire le ministère des Relations peut-être extérieures ou bien des armées américains, n'est-ce pas, s'adresse au ministère de la Défense ou bien au ministère, n'est-ce pas, des Relations extérieures, que nous avons envie de déployer nos troupes, n'est-ce pas, sur votre territoire par rapport à ceci, par rapport à telle mission, par rapport à telle chose. Vous voyez un peu, là, ça pouvait se comprendre. Mais que la déclaration, n'est-ce pas, de redéploiement se trouve directement dans un média qui annonce, n'est-ce pas, que les États-Unis vont déployer les soldats sans l'accord, n'est-ce pas, de la présidence de l'État souverain appelé l'État du Tchad, alors ça devient une provocation, ça devient même une injure, ça devient même une aberration. Et ça, ce genre de choses doivent s'arrêter. Heureusement que le ministère des Relations extérieures du Tchad a réagi et a vraiment fermé le caquet, n'est-ce pas, à ces gens qui pensaient manipuler l'opinion publique ou internationale. Ou bien, c'était même dans une logique, n'est-ce pas, de dire que le Tchad, n'est-ce pas, est toujours, ou bien le président Mahamat est toujours notre élément, ou bien a toujours été notre élément. Donc on peut se déployer comme on veut et on ne fera rien, il ne dira rien. Malheureusement, il y a des vrais hommes actuellement au Tchad. Mais il faut rappeler que c'est aussi une façon, André Christelle Fanga, peut-être le verrez-vous ainsi, de remettre au goût du jour le fait que ça s'est souvent passé ainsi. Mais exactement, oui. Exactement, madame. Et rappelez-vous, au Niger, oui, les États-Unis se sont installés sur, je ne sais pas, même un papier volant même est encore valable. C'était sur une note vocale, en fait, non écrite, des échanges... Note verbale. Des échanges avec un haut responsable, n'est-ce pas, un Nigérien de cette époque. Et les États-Unis ont installé la base la plus importante de drones à Agadez, sans autorisation, sans véritablement... Et tout ce qu'ils ont rempli, n'est-ce pas, dans les conditions données défavorables le Niger. Donc, vous voyez que ça s'est longtemps passé ainsi. Et même dernièrement, il y a eu, n'est-ce pas, de forts déploiements américains au niveau du Tchad. Jusqu'à ce que le Tchad ait décidé de que ces soldats-là puissent
partir, ce contingent-là puisse partir. Et dès qu'ils sont partis, il y a eu un contingent russe. L'État tchadien a fait venir des instructeurs russes qui se sont installés, n'est-ce pas, de ce côté-là. Donc, vous voyez que ça s'est longtemps passé ainsi. C'est-à-dire, on s'installe chez vous, on ne vous demande pas, on fait ce qu'on veut, on décide quand on veut partir ou bien on veut rester, on vous dit, on vous informe parfois même des opérations qui se passent sur votre territoire sans que parfois l'État central, n'est-ce pas, ne soit au courant. Rappelez-vous encore d'un événement qui s'est passé à une époque au Mali, où le président français a atterri, n'est-ce pas, au nord du Mali, sans les autorités principales de Bamako. Qui ont dû se déplacer pour que le président français puisse aller les recevoir. Et c'est le président français qui les recevait plutôt, au lieu que c'est les autorités, n'est-ce pas, de ce pays-là qui puissent les recevoir. Donc vous voyez des aberrations comme ça, des injures comme ça de ce niveau. C'est comme ça que l'Occident s'est longtemps comporté. L'Occident s'est longtemps comporté comme des gourous, comme des gens qui ont droit de vie et de mort sur n'importe quel État et sur n'importe quelle personnalité qui existe sur la Terre. Alors qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle où le monde est un monde multipolaire. Le monde est ouvert. On est devenu un village planétaire. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où vous ne pouvez plus rien faire en cachette. Vous ne pouvez plus rien faire, n'est-ce pas, sans que le monde ne soit au courant, sans que les autres, vous ne pouvez plus évoluer en vase clos. Aujourd'hui, nous regardons le fonctionnement du monde et nous voyons que les choses ont longtemps beaucoup changé et l'Afrique aussi a changé, a pris de la graine. L'Afrique a décidé aussi de ne plus se laisser marcher, n'est-ce pas, sur les doigts. Alors, il faut, et la réaction, elle est immédiate. La preuve en est un peu de partout aujourd'hui. Vous voyez les réactions immédiates. Qui pouvaient imaginer qu'un pays comme le Niger pouvait demander à ses bases militaires de partir et qu'ils partent. Qui pouvait imaginer qu'au Mali, on pouvait demander aux bases françaises de quitter, ou bien ces opérations de terrorisme appelées Barkhane, Serval et tout le reste, parce que c'était des opérations terroristes, madame. Je vous vois sourire, je vous vois vous étonner, non? C'était des opérations terroristes et non des opérations de sécurisation ou bien d'aide, de lutte contre le terrorisme, parce que les vrais terroristes dans nos États, c'est ces forces, n'est-ce pas, étrangères installées sur nos territoires. Donc, c'était une provocation, c'était fait exprès et ils pensaient qu'ils allaient encore agir comme d'habitude, mais malheureusement, il y a des hommes nouveaux dans je voulais dire la République africaine. Est-ce une prophétie, André-Christelle Fanga? Écoutez, nous croyons à cette unité de l'Afrique. Oui. Nous croyons à cet embryon, n'est-ce pas, qui est né, n'est-ce pas, au niveau du Sahel, c'est-à-dire avec l'alliance de Liptako Goma qui ont formé une confédération aujourd'hui. Nous croyons, n'est-ce pas, à cette Afrique qui est capable de se mettre ensemble pour justement décider, n'est-ce pas, de l'avenir de ce pays-là. Donc, on peut déjà penser à une République fédérale d'Afrique. André-Christelle Fanga, sachant que les États-Unis, lorsqu'une voix autorisée s'exprime dans ces termes et annonce un déploiement comme celui-là, en général, cela signifie qu'il a déjà été préparé et qu'il est peut-être en cours. Pensez-vous que le Tchad d'aujourd'hui soit suffisamment aguerri pour fermer dans une coquille très rapidement, ou alors, on va le dire ça comme ça, avorter très rapidement le projet américain sur le territoire tchadien? Le projet, c'est quoi? Un projet, je ne sais pas, Non, je vais répondre, madame. Je vous pose pas. C'est vous qui me posez des questions et je vous réponds. Le projet de se déployer au Tchad, c'est quoi? On ne comprend absolument rien. Quel est l'intérêt des États-Unis de se redéployer ou bien de déployer une force, n'est-ce pas, des troupes au Tchad? C'est pour quel intérêt? La sécurisation du pays. Le Tchad est en guerre contre des terroristes et autres banditismes. Madame, nous avons vu un fort déploiement vous avez appelé ces forces-là venues de Libye et tout ça. Les FARC se déployaient, n'est-ce pas, jusqu'à... Ça a occasionné la mort du maréchal du Tchad, le maréchal Idriss Déby. Où était l'armée française qui était bien installée, n'est-ce pas, au Tchad, qui avait plusieurs bases, qui avait des hommes et tout ça. Les États-Unis n'étaient pas très loin.
Ils étaient là à côté au Niger, bien installés. Quand l'Afrique ou bien certains pays ont eu besoin du secours ou bien de l'aide, d'ailleurs le Tchad a été frappé par Boko Haram aussi. Où étaient les Américains? Où étaient les Français? Vous voyez qu'à chaque fois que des pays comme ceux-là retrouvent un peu leur stabilité, retrouvent un peu leur souveraineté, alors il faut rapidement peut-être cogner sur les doigts ou bien cogner sur la tête, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ces grandes sœurs-là qui cognaient toujours sur la tête des petits avec les doigts, cognaient toujours pour te dire que rappelle-toi que tu es mon petit frère, rappelle-toi que tu es ma petite sœur. C'était justement pour... c'est un peu ce style-là que les États-Unis ont longtemps utilisé en cognant sur les têtes des gens en disant que bon, ok, vous vous taisez, on va se déployer. Donc, je pense que le Tchad a les couilles. Le Tchad a la capacité de refouler. Et je pense que tel que le ministre des Relations extérieures a déjà pris, n'est-ce pas, cette posture-là, ça veut dire que le Tchad n'acceptera pas cet envoi, n'est-ce pas, des troupes américaines sur son territoire. Ça va se régler diplomatiquement. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus une foudre de guerre où tout le monde va craindre. Parce qu'en réalité, quand nous regardons le fonctionnement du monde aujourd'hui, il n'y a plus un gendarme du monde. Il n'y a plus celui qui était le régulateur de la sécurité mondiale, que quand il se levait selon ses humeurs, selon ses désirs, alors il agissait. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs forces qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous parlons du monde multipolaire. Parce que le centre de décision ne se trouve plus à Washington. Le centre de décision ne se trouve plus, n'est-ce pas, aux États-Unis. Le centre de décision, maintenant, la plupart des peuples commencent à prendre leurs propres responsabilités et prendre les décisions d'eux-mêmes. Et même quand il y a une influence américaine, n'est-ce pas, il y a un contrepoids qui s'est déjà créé. Par exemple, avec les BRICS. Aujourd'hui, pour ne pas dire la Russie en particulier, vous voyez un peu. Donc, quand les États-Unis décident de faire quelque chose et que devant la Russie prend position, alors c'est un aveu d'échec. Et je voudrais vous rappeler que les soldats qui ont été chassés, par exemple, du Tchad, ont été directement remplacés, par exemple, par les soldats russes, par des instructeurs russes. Donc, vous voyez que il fallait être courageux. Et il faut rappeler que le président Mahamat Idriss Déby, que je salue ici, n'est-ce pas, avec déférence, parce que c'est un brillant Africain aujourd'hui. C'est ce style de jeune de chef d'État que nous voulons, qu'il aille de l'avant dans cette logique-là, qui, à un moment donné, nous disait que c'était le bébé de l'impérialisme. C'est-à-dire, tout le monde savait que, comme Macron a essayé de l'encadrer et tout le reste là, et tout. Mais vous avez vu que lors de la crise, d'ailleurs, même elle n'est pas terminée, n'est-ce pas, russo-ukrainienne, mais quand la Russie était persona non grata partout, et toujours persona non grata en Europe, alors, lui, Mahamat, est allé en Russie. Il a été reçu. Et donc, vous voyez, les échanges étaient cordiaux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc, vous voyez qu'en ce moment-là, vous comprenez qu'il y a des décisions qui sont prises à corps et âme, prêts à défendre la souveraineté de l'État tchadien. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de se féliciter de ces nouvelles autorités, n'est-ce pas, qui se battent corps et âme pour que, véritablement, le Tchad retrouve sa pleine souveraineté et décide, n'est-ce pas, si les Américains réussissent ce forcing, ça va baisser la cote, n'est-ce pas, des autorités, n'est-ce pas, de ce pays-là aujourd'hui. Ça va prouver qu'ils n'ont pas assez de cran, n'est-ce pas, pour dire non aux Américains. Et qu'est-ce que les Américains cherchent au Tchad, à se redéployer au Tchad? C'est pour justement contrôler, n'est-ce pas, le Niger. Vous venez encore essayer de recontrôler le Niger, contrôler la Libye. On rappelle que leur départ a été effectif il y a de cela quelques jours. Mais bien sûr. Bien, donc, c'est une manière de vouloir... En fait, les États-Unis ne veulent pas se détacher. André Christelle Fanga, selon vous, les États-Unis ne veulent pas se détacher des pays du Sahel? Des pays du Sahel, c'est ça la réalité. Et il faut trouver un espace où se déployer, parce que s'ils vont dans un autre pays, n'est-ce pas, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, ça sera trop flagrant
ils sont là pour justement davantage avoir le contrôle, n'est-ce pas, Mais ça sur reste un certains projet, pays. la présence américaine en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, nous le savons tous, n'est-ce pas, le commandant de Africom oui. et tout, ils sont allés. Vous voyez qu'ils sont en train de chercher. Au Bénin également. Mais bien sûr, ils cherchent où se loger, en fait. Parce que la vérité, je vous l'ai toujours dit, et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que tout ce qu'il y a comme terrorisme, djihadisme dans le Sahel et dans la plupart des États ne sont pas, nous ne connaissons pas les djihadistes, nous ne connaissons pas les terroristes. C'est des soldats américains, c'est des soldats français, c'est les soldats allemands, c'est eux les terroristes et c'est les djihadistes. C'est eux qui recrutent quelques, n'est-ce pas, villageois de nos États, n'est-ce pas, pour les former et leur faire croire que c'est des terroristes de grand avec. Non, c'est les armées étrangères qui sont les terroristes dans nos États. Et donc, vous voyez pourquoi ils essayent. Mais pourquoi on demande aux gens de partir, ils ne veulent pas partir? Mais madame, est-ce qu'on est obligé d'avoir les armées étrangères sur nos terres? On n'est pas obligé. Et donc, ça ne sert à rien de dire, d'insister, de trouver les voies et moyens. Mais comme ils savent que le Tchad, par exemple, si ils se redéploient au Tchad, alors ils auront le contrôle, ils auront 2 pieds maintenant. Un pied dans le Sahel et un pied en Afrique centrale. Donc vous voyez que s'ils réussissent, n'est-ce pas, à se redéployer, parce que la vérité c'est que ce n'est pas des troupes qui sortiront des États-Unis, non. C'est des troupes qui sont en train de se balader, qui ont quitté le Niger. Certains, ils sont peut-être cachés à Abidjan en attendant, ils sont cachés au Togo en attendant, ils sont cachés au Bénin en attendant, ils sont cachés dans leur pays, n'est-ce pas, où il y a encore ces dictateurs despotes, n'est-ce pas, qu'ils soutiennent, comme en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, quand ils soutiennent Ouattara, d'un despote sanguinaire, ce n'est pas un problème. Mais donc, vous voyez qu'ils continuent à essayer d'avoir le contrôle sur ce Sahel-là pour justement déstabiliser, parce que ce n'est pas pour sécuriser, mais c'est pour déstabiliser les États comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso et d'autres États qui sont aussi en train de travailler, n'est-ce pas, pour se libérer. Pourquoi pas le Centrafrique? Parce que le Centrafrique aussi fait partie. C'est pour ça que j'ai parlé des 2 pieds entre les différents, n'est-ce pas, sous-régions. C'est-à-dire... Des soldats américains sont d'ailleurs sur le territoire centrafricain et malgré la présence des instructeurs russes aussi. Écoutez, vous appelez ça Bancroft, non? Oui. C'est une société paramilitaire américaine. C'est eux qui disent que Wagner, c'est une milice ou c'est un groupe de ceci et de cela. Ils racontent du n'importe quoi comme ça, partout. Alors qu'eux-mêmes, avec une société paramilitaire appelée Bancroft, ils forcent même leur présence, n'est-ce pas, en RCA. Et donc, vous voyez que si ça se renforce avec leur présence au Tchad, vous voyez qu'ils deviennent assez, n'est-ce pas, nombreux pour se déployer dans les différents États. Donc, véritablement, il faut que nous soyons prudents parce que ces gens-là cherchent à revenir par tous les moyens, n'est-ce pas, pour prendre le contrôle de nos différents États, sachant que la lutte panafricaniste est en train de monter en puissance. Merci André Christelle Fanga pour cette lecture concernant l'actualité au Tchad. À présent, sans transition, nous allons changer de cap. Nous parlons de l'actualité qui met en exergue la 79e assemblée, enfin la 79e session de l'Assemblée nationale des Nations Unies, avec la présence pour l'instant de certains présidents comme le président que vous appréciez beaucoup de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà sur le territoire américain, mais aussi le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est retrouvé à New York pour participer à cette 79e session. Alors, cela est baptisé la semaine de haut niveau. C'est ainsi que l'appellent ceux qui sont à l'ONU. André Christelle Fanga, avant d'entrer
plein pied dans le vif du sujet. Comment déjà analyser la présence de ces chefs d'État africains à cette 79e session de l'Assemblée nationale, Assemblée générale de l'ONU? On se rappelle des années précédentes où participaient le président Touadéra, par exemple, le président Mamadi Doumbouya. On n'oublie pas les représentants du pouvoir du Mali ou encore du Burkina Faso. Alors, André-Christelle Fanga, quelle plus-value aujourd'hui, quel poids pour les pays africains à cette 79e session où des discours sont habituellement lus sans plus? Permettez-moi de saluer la diplomatie camerounaise, parce que cette 79e session, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale, n'est-ce pas, est présidée par un Camerounais. Oui. L'ancien Premier ministre Yan Filémon. Et c'est parce que justement la diplomatie camerounaise a travaillé, n'est-ce pas, pour justement permettre, n'est-ce pas, à sa candidature de passer au niveau africain et pour arriver justement au niveau mondial et remporter, n'est-ce pas, cette élection-là pour présider, n'est-ce pas, aux destinées de l'Assemblée générale des Nations unies pour, je crois, c'est un an, oui. Quand je l'ai dit, l'ONU est une tribune. L'ONU est une tribune pour parler au reste du monde. Et je pense que les Africains l'ont bien compris. Que ce soit dans les années 50, 58, 60, Omiobé l'avait bien compris. Et vous vous rappelez de son discours historique là-bas aux Nations Unies, qui est resté, n'est-ce pas, qui a parcouru et qui continue à parcourir, n'est-ce pas, les idées fondateurs, n'est-ce pas, de ce nationalisme, du nationalisme nouveau qu'il incarnait. Kadhafi est passé par là. Et quand Kadhafi était sur cette tribune des Nations Unies, il avait pris la charte, n'est-ce pas, des Nations Unies. Et il l'a balancé comme des papiers de toilette. Et c'est l'une des choses aussi qui ont causé sa mort. Parce que quand les Nations Unies se sont vues être ridiculisées, ils disent que ça, ce n'est pas juste. Cette charte n'est pas juste. Et donc, il a balancé. Vous avez les discours, n'est-ce pas, de le représentant du Mali de cette je crois que c'était le ministre des Relations, Abdoulaye Diop. Non, c'était le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga, voilà, Abdoulaye Maïga. Premier ministre par intérim à cette période. Exactement, à cette période-là. Ce discours, n'est-ce pas, qui a justement fait encore parler de l'Afrique au niveau planétaire. Sans compter le dernier, avec le ministre d'État, ministre de la fonction publique, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Je crois, j'ai oublié le nom, mais ça reviendra. Donc, qui ont fait des discours assez importants. C'est pour ça que j'étais en train de vous rappeler. J'ai pris un peu de l'histoire de celle que je connais, n'est-ce pas, le peu que je connais, de ceux qui ont intervenu à la tribune des Nations Unies et dont le discours est resté historique aujourd'hui et qui a motivé, qui a donné du boom au cœur aux Africains pour dire que nous avons la possibilité de parler au reste du monde. Si c'est cette tribune-là que vous avez trouvé que nous pouvons nous exprimer, alors nous allons là-bas nous exprimer, dire ce que nous ressentons, ce que l'Afrique, n'est-ce pas, subit. Parce qu'en réalité, si nous ne nous exprimons pas, le reste des pays du monde ne sauront pas ce que l'Afrique traverse comme problème, comme douleur, comme situation. Et ça, il faut apprécier à sa juste valeur que ces derniers temps, les discours africains sont des responsables africains, que ce soit chefs d'État, représentants des États, qui prennent la parole, n'est-ce pas, au niveau des Nations Unies. C'est toujours des discours retentissants, qui justement créent, n'est-ce pas, une émotion, qui crée, n'est-ce pas, un engagement, qui crée justement des décisions ou bien l'engagement du peuple à défendre davantage la souveraineté de nos États. Donc, et moi de vous demander, pour vous relancer, André-Christelle Fanga, je vous entends parfaitement, après avoir suscité cette émotion, après avoir suscité cet engagement,
Qu'en est-il par ailleurs au sein même des Nations Unies, au sein de l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, après avoir tonné à l'hémicycle, n'est-ce pas, de cette organisation, après avoir tonné par un discours fort, un discours qui appelle à la conscientisation, entre autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on reçoit? Des places au milieu des décideurs sans capacité de prendre des décisions? J'étais en train de terminer pour emboîter dans votre question. Donc, permettez que je termine et je revienne Je vous ramène donc au centre de la route. Voilà. Donc, donc j'étais en train de... Parce que vous avez demandé la participation, n'est-ce pas, de tous ces différents leaders. Quand je parle de leaders, vous savez que je n'aime pas trop parler maintenant des présidents. Parce que président veut dire soi-disant démocratiquement élu, alors que moi je ne suis pas un démocrate. Vous voyez un peu, parce que s'il y a démocratie, ça veut dire que tout ce que nous faisons pour le peuple là ne vaut absolument pas la peine. Donc je pense qu'aujourd'hui ces présidents représentent véritablement notre Afrique, mais comme en face de leur discours on a des personnages aphones, c'est-à-dire des gens qui n'écoutent pas. On a des gens les dirigeants, soi-disant les dirigeants du monde, les décideurs, soi-disant du monde, ne sont aphones. C'est-à-dire, ils sont sourds, ils n'écoutent pas les cris des corps des Africains. Mais ça n'empêchera pas, n'est-ce pas, de tonner, de continuer à parler, de continuer à dire ce que nous ressentons. Parfois aussi, c'est quand vous pleurez que véritablement la douleur aussi s'apaise. Donc, on dit que pleurer donne l'impression de recevoir plusieurs accolades, embrassades, câlins pour parler familièrement. Voilà. Donc, vous voyez que ça permet d'extirper, n'est-ce pas? Ça permet d'enlever, n'est-ce pas, peut-être la douleur pour, n'est-ce pas, d'extérioriser, n'est-ce pas, la douleur interne, n'est-ce pas, que nous ressentons. Parce que l'Afrique a longtemps été tenaillée, a longtemps été tenue en respect, a longtemps été braquée, a longtemps été violée, a longtemps été déchirée. Et donc, cette Afrique-là s'exprime aujourd'hui là pour au moins faire passer, n'est-ce pas, cette douleur qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Et donc, les 10 représentants de notre Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, parlent d'une vraiment, tonne véritablement, comme vous l'avez bien souligné dans votre, questionnement, donc tonne véritablement. Et donc, aujourd'hui, nous avons des gens qui ne veulent pas croire à cette nouvelle Afrique. C'est-à-dire les Nations Unies, les pays qui font les Nations Unies, ne veulent pas croire à cette nouvelle Afrique. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que le monde est cyclique. Si le monde est cyclique, c'est-à-dire chaque période, chaque temps, chacun son temps de gloire, n'est-ce pas? Chacun son temps d'émergence, chacun son temps de prise de conscience. Aujourd'hui, l'Afrique, il y a de cela des millénaires, n'est-ce pas, était la première puissance mondiale. Il y a des pays en Afrique qui étaient hyper puissants. D'ailleurs, l'Égypte était la première puissance, n'est-ce pas, mondiale, que ce soit militaire, que ce soit économique. C'était l'Égypte. La plupart, que ce soit scientifique, même tout, l'Égypte était la première puissance. Et donc, vous savez, si l'homme blanc consigne dans ses livres que l'Afrique est la mère de l'humanité, si le blanc, je dis bien, je répète encore, peut-être vous trouverez que le mot blanc, c'est une forme de... Je dis bien, je m'en fous. Si le blanc consigne dans ses livres que l'Afrique est la mère de l'humanité, alors il faut comprendre que s'il pouvait changer l'histoire, il devait la changer en disant peut-être que c'est Rome, c'est je ne sais pas quoi, la Grèce et tout et tout. Non. Mais tout ça, la preuve en est. Il nous parle du père de la médecine. Il nous parle de Hippocrate. Alors que Imhotep était le champion de toute catégorie. Vous voyez un peu? Il nous parle des scientifiques ou bien des philosophes. Alors que tous sont venus apprendre la philosophie en Égypte. Pour dire que j'étais simplement en train de retracer l'histoire que le monde est cyclique. L'Afrique a perdu, n'est-ce pas, sa domination envers le reste du monde. Maintenant,
c'est d'autres qui ont pris. Et maintenant aussi, le cycle est en train de, n'est-ce pas, de se renverser. J'entends souvent les gens dire c'est l'heure du verseau. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Alors ne le dites pas. Je ne sais pas ce que... on est dans l'année du verseau, je ne sais pas. Mais je sais que le retour de l'Afrique sur la scène planétaire est en train de se mettre en place. Vous voyez un peu. Et tous les constituants sont déjà là. Et ces constituants font partir, n'est-ce pas, de ce que nos chefs d'État, nos dignes représentants font actuellement à la tribune des Nations Unies, c'est-à-dire d'exprimer et de créer, de susciter, n'est-ce pas, l'engagement, de susciter, n'est-ce pas, l'union des peuples pour des causes, n'est-ce pas, utiles pour véritablement libérer l'Afrique du colonialisme et du néocolonialisme. Donc, vous voyez que c'est d'une importance capitale. Et donc, comme les gens qui sont en face de nous, c'est-à-dire les adversaires, ne veulent pas une Afrique libre et indépendante, ne veulent pas de nouveaux hommes qui soufflent ou bien qui ont pris la graine, n'est-ce pas, du panafricanisme, de dire que l'Afrique ne serait plus sous domination. L'Afrique sera un continent libéré de tous les germes ou de tous les éléments du colonialisme et j'en passe. Donc, c'est une véritable tribune où nous devons nous exprimer, peu importe que les gens comprennent et nous proposent des choses qui n'ont rien à voir avec nos réalités, n'est-ce pas, ou bien nos décisions. On finira par obtenir ce que nous devons obtenir, parce que la vérité, c'est que c'est le peuple qui est le plus important et le plus urgent à conscientiser, à former et à éduquer pour justement, et ces discours-là forment, éduquent et donnent une conscience, n'est-ce pas, à ces Africains-là, de dire le pays est l'Afrique est entre nos mains, c'est à nous de le renverser ou bien de le protéger et de l'élever très haut où il doit être. Merci André Christelle Fanga. Alors pour vous que les États-Unis d'Amérique déclarent aujourd'hui soutenir la proposition de 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais mettent, on va le dire ainsi, le flou sur le droit de veto, cela ne vous pose totalement aucun problème qu'on rajoute aux 3 sièges qui sont, on va le dire ainsi, qui ne sont pas permanents des États africains au sein du Conseil de sécurité, 2 autres qui seront des sièges permanents au milieu des décideurs, mais sans capacité de prendre les décisions. Pourtant, l'Afrique est souvent, la plupart du temps, au centre des discussions au sein même du Conseil de sécurité. L'on se souvient, André Christelle Fanga, de la Russie qui tonnait de sa voix pour décrier cette injustice historique dont est victime le continent africain, mais pas seulement. On peut parler également de l'Amérique latine, de Haïti et toutes ces autres zones. Madame Madone Bégoudé, je connais un village à l'ouest qu'on appelle Bamena. Et les Bamena sont ils aiment les chèvres. Et comme ils aiment les chèvres, parfois ils te donnent la chèvre. Et comme la chèvre avait une corde, donc il te donne la chèvre, il te fait semblant de te donner la chèvre, mais il tient la corde. Et donc, toi, tu pars en marchant avec la chèvre, tu crois que on t'a donné un cadeau, mais quand tu t'oublies, il retire la corde, n'est-ce pas, et la chèvre revient au lieu où elle était. Et je pense que c'est ce que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui. Parce que ça ne sert à rien d'avoir encore 2 places et vous n'avez pas le droit de veto. Parce que l'élément le plus essentiel, n'est-ce pas, dans le Conseil de sécurité, c'est le droit de veto. Si vous n'avez pas le droit de veto, ça veut dire que vous ne servez absolument à rien. Donc c'est plus de postes, plus de sièges d'observateurs. Oh, mais écoutez, on vous appelle d'être observateur, un guetteur. Quand les autres sont en train de faire, n'est-ce pas, ils prennent des décisions, vous venez guetter, vous venez... En fait, on a longtemps considéré l'Afrique comme des accompagnateurs. On vient accompagner la politique des États-Unis, n'est-ce pas, au niveau... Et pourquoi maintenant? Parce que posons-nous la question, pourquoi maintenant? Parce que justement, le discours, comme je vous le disais tantôt, des Africains est en train de percer, n'est-ce pas, ce mur de Berlin. On ne pouvait pas imaginer que le mur de Berlin allait tomber. Il a fallu des décisions.
il a fallu des engagements pour que le mur de Berlin puisse se renverser. Donc, les États-Unis sont en train de voir l'effondrement même des Nations Unies. L'effondrement du monde unipolaire. Parce que c'est ça la vérité. Et l'acteur majeur pour l'effondrement, n'est-ce pas, du monde unipolaire, c'est l'Afrique. Que personne ne vous dise le contraire, Madame Madone Begoudé. L'Afrique est le moteur actuel du monde. Aucune puissance, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit n'importe qui, personne de là ne peut faire sans l'Afrique. C'est juste que hier, nous avons été bernés en nous faisant croire que nous sommes pays pauvres, très endettés. Parce que le FMI et la Banque mondiale, qui sont les instruments de la colonisation du monde unipolaire, du monde, n'est-ce pas, de la mafia capitaliste, nous ont introduit un système, n'est-ce pas, qui nous a longtemps maintenus dans les difficultés, dans la pauvreté. Et d'ailleurs, on nous a fait, l'UNICEF aussi contribuant, n'est-ce pas, vous connaissez l'UNICEF, n'est-ce pas, qui est dans l'éducation. Oui. L'UNICEF aussi, qui nous a aussi inculqué des fausses valeurs. Jusqu'à présent, il continue à nous dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il continue à nous dire que l'Afrique n'existait pas. C'est eux qui nous ont amené la civilisation. Comment vous pouvez amener la civilisation alors que les plus grands philosophes, n'est-ce pas, européens, tous ont étudié, n'est-ce pas, la plupart en Égypte, en Afrique. Et vous dites que non, c'est eux qui nous ont amené la civilisation. Vous voyez que tous les concepts, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont des concepts mensongers. Donc, cette Afrique aujourd'hui qui veut prendre conscience, ou bien qui a déjà pris conscience, une bonne partie des Africains qui a déjà pris conscience, n'est-ce pas, commence maintenant à travailler pour justement détruire ce grand mythe. C'est pour ça que, madame, vous n'êtes pas étonnée que Petit Niger prend les décisions de dire États-Unis fichez le camp et ils obéissent. Vous n'êtes pas surpris que le Tchad dise nous n'accepterons pas un redéploiement des troupes, ou bien vous avez appelé ça quoi? Un débarquement. Un débarquement des troupes, comme si on était encore dans le département de débarquement de Normandie, ou bien comme si on était encore dans le département d'une province, n'est-ce pas? On était encore un enclos, n'est-ce pas, colonial, où chacun débarque avec ses chèvres, il dépose comme il veut, quand il veut, et il les reprend quand il veut. Non, cette Afrique-là, c'est terminé. L'Afrique est debout aujourd'hui. L'Afrique est en train de s'unir aujourd'hui pour le même combat. Donc, véritablement, l'Afrique va atteindre ses objectifs. Quand je parle de l'Afrique aujourd'hui, moi-même, ça me donne des frissons. Parce que quand je vois bouillonner, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit un peu de partout, l'Afrique est en train de bouillonner, bouillonne et bouillonne encore, parce qu'en fait, c'est comme si elle souffrait des douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau, parce que le monde nouveau va commencer avec l'Afrique. Le monde que tout le monde sera, n'est-ce pas, véritablement à l'aise, c'est l'Afrique qui va créer ce monde-là, parce que les puissances-là, qui se prennent pour les superpuissances vont s'effondrer parce qu'elles ne peuvent rien faire sans l'Afrique. L'Afrique a un potentiel énorme que si, un seul instant, nous décidons, par exemple, qu'on n'exploite plus l'uranium africain, c'est-à-dire tout ce que les centrales nucléaires européennes et un peu de partout, ils vont aller au Kazakhstan, oui, peut-être chercher, mais ça va s'épuiser. Alors que l'Afrique a des ressources, n'est-ce pas, d'uranium inépuisables. Nous avons de l'or, d'ailleurs, si en seul instant on arrête le coltan, n'est-ce pas, qui se trouve en RDC, Apple va exister, Nokia va exister, toutes ces grandes marques de téléphones et d'ordinateurs que vous citez là n'existeront pas parce que tout le pillage organisé en RDC Congo, tous les assassinats, c'est pour obtenir, n'est-ce pas, ces matières premières-là gratuitement, sans payer grand-chose. Donc, vous voyez que d'ailleurs, il y a une campagne, n'est-ce pas, de iPhone qui est boycotté, je crois, le iPhone 15 ou 16 ou quelque chose. Je ne connais pas, c'est vous qui connaissez les grandes marques de téléphone là. Je ne sais pas non plus. Voilà, qui est boycotté maintenant disant que au lieu d'acheter, si vous l'achetez, ça veut dire que vous cautionnez, vous financez la guerre en RDC, au nord, à l'est de la RDC. Oui. Donc, parce que les ressources, n'est-ce pas, pour faire cette technologie-là, pour
fabriquer ces téléphones, ces ordinateurs se trouvent en RDC. Seulement en RDC, pas seulement en RDC, et un peu de partout, n'est-ce pas, comme ça en Afrique. Donc, vous voyez que l'Afrique a un potentiel énorme en matière de biodiversité, en matière, n'est-ce pas, de ressources halieutiques, en matière... Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas? Les terres arables, nous avons près de 16 millions de terres arables, c'est-à-dire où on peut cultiver jour et nuit. On a toujours de la bonne nourriture bio, sans compter les OGM qu'ils nous font avaler tous les jours. Donc, vous voyez que ce potentiel africain est en train de s'éclore et c'est ce que les États-Unis veulent récupérer le plus rapidement possible en vous présentant les gadgets comme 2 places encore au Conseil de sécurité. Ça ne sert à quoi le Conseil de sécurité? D'ailleurs même, ce que vous appelez ONU est en train de disparaître, va disparaître. Parce que des organisations parallèles sont en train de se mettre en place. Vous avez vu les BRICS? Il y a une autre organisation, là, je crois, pour le monde arabe. Je crois que c'était la Ligue arabe, quelque chose comme ça. Il y a des organisations... Parler de l'IGAD? Oui, je crois. Hein? Donc, des organisations sont en train de se mettre en place comme ça. Voilà l'AES. Vous le voyez, vous négligez l'AES. Vous dites que ce n'est rien. Alors que c'est une puissance montante qui est en train d'arriver et qui va faire éclore, n'est-ce pas, une nouvelle Afrique, un nouveau paradigme par rapport aux décisions, n'est-ce pas, du reste du monde. Donc, véritablement, travaillons, n'est-ce pas, pour que cette ONU-là puisse s'effondrer. Parce que moi, je ne suis pas pro-ONU. C'est une organisation qui n'aide pas le monde entier à se porter bien. C'est les États-Unis qui ont créé après la Société des Nations, ils ont transformé ça en ONU, Organisation des Nations Unies. On est unis avant qu'on fait la guerre en Afghanistan, on est unis avant qu'on va en Irak, on est unis avant qu'on va en Syrie, on est unis avant qu'on déploie Ebola, on déploie le Mpox, on déploie toutes ces choses-là en Afrique, on déploie les terroristes djihadistes dans les territoires africains, on crée des rébellions un peu de partout. Les États-Unis sont derrière la rébellion, n'est-ce pas, au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, parce que la plupart des financements viennent des États-Unis, de ces Camerounais qui sont installés là-bas, mais on n'arrive pas à traquer, n'est-ce pas, parce que les États-Unis les protègent. Vous voyez comment, que ce soit au Ghana, que ce soit au Togo, que ce soit un peu de partout, ces différents pays sont sous coupe réglée de soi-disant des pays qui sont fondateurs des Nations Unies. Donc, véritablement, que notre Afrique comprenne qu'on peut évoluer aussi en vase clos, que nous nous réorganisons. C'est-à-dire, on détruit par exemple l'Union africaine qui est la pâle copie, n'est-ce pas, de l'Union européenne. D'ailleurs, qui n'est même pas la photocopie. Parce que la photocopie, au moins, peut sortir clair. On ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que si on avait photocopié au moins l'Union européenne, on aurait quand même quelques résultats. Mais on ne sait pas si... Comment même pas appeler ça même? Je ne sais pas si c'est même... Une contrefaçon? Non, même pas la contrefaçon. Parce que même la contrefaçon, parfois, ressemble même souvent... Vous voyez souvent les billets de 10 000, parfois ça se ressemble même. Il faut regarder de très près. Il faut vous regarder de très près pour que vous constatez que le billet de 2 000 que vous avez en main là, c'est la contrefaçon. Donc vous voyez que même la contrefaçon, même c'est donner trop d'importance à cette Union africaine-là. Donc en fait, l'Afrique doit refaire sa mue et elle est en train de refaire sa mue et elle va réussir à percer, n'est-ce pas, ce grand mur, ce grand mythe, n'est-ce pas, à transpercer, n'est-ce pas, cette fausse idéologie qui a été partagée dans le monde, soi-disant démocratie. Parce qu'en réalité, c'est ce que les Nations Unies disent qu'ils défendent. Parce que dans la démocratie, il y a les droits de l'homme, il y a les droits de l'enfant, il y a les droits de ceci, les droits de cela. Mais écoutez, s'il y avait tous ces droits-là, le monde ne serait pas véritablement ce qu'elle est aujourd'hui. Et causé par qui? Par les Nations Unies, par les États-Unis. Donc, véritablement, refaisons la mue et détruisons cette histoire qu'on appelle l'ONU. Merci André Christelle Fanga. Certains estiment que les pays de l'Afrique, du continent africain auraient dû boycotter ce 79e sommet, ou du moins cette session de l'Assemblée générale de l'ONU. Certains estiment que les pays du Sud global tout entier auraient dû boycotter ce pacte pour l'avenir qui a été, on va le dire comme ça, signé ce 23 septembre 2024. Vous êtes donc d'avis avec eux? Écoutez, je pense que la politique du boycott ne serait pas la bienvenue. Efficace. Non, ne serait pas très efficace. C'est pour ça que mieux vaut être présent.
Vous savez, moi je suis un lecteur des Saintes Écritures. Il y a des décisions qui ont été prises pour certains individus parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas plaidé leur cause. Ils n'ont pas dit, vous voyez un peu, alors que si un seul instant, vous êtes là, vous plaidez Est-ce qu'ils quand n'ont même. pas été là parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité d'être là et de plaider leur cause, ou alors parce qu'ils avaient décidé de boycotter? Parce qu'ils n'ont même pas cherché. Vous savez que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ok. Quand vous n'avez pas connaissance, n'est-ce pas, des enjeux, quand vous n'avez pas connaissance, n'est-ce pas, des défis qui sont les vôtres, ou bien qui seront les vôtres demain, parce qu'on vous parle du pacte de l'avenir. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a un projet. Ça veut dire qu'il y a des décisions qui vont être prises pour l'avenir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se décider pour le reste du monde. Et si les choses vont se décider pour le reste du monde et vous n'êtes pas présent, ça veut dire que vous ne faites plus partie de ce monde, alors que nous sommes dans ce monde-là. Et donc, il faut être présent. Même si on ne va pas prendre en considération ce que vous dites, vos réclamations, n'est-ce pas, ou bien comment dire, vos émotions, ce que vous avez exprimé, vos désirs, mais vous les posez quand même. Et l'histoire retiendra que en 2024, n'est-ce pas, lors de la 79e session, n'est-ce pas, l'Afrique avait posé, n'est-ce pas, ce problème-ci. Il y a eu tel qui avait dit ceci, il y a eu tel qui avait dit ceci. Et l'histoire retient. Et l'histoire a ceci de particulier, qu'elle elle se répète toujours. L'histoire se répète toujours. L'histoire se répète toujours. Le jeune Thomas Sankara Isidore, trahi par le monsieur de Côte d'Ivoire qui s'appelait Monsieur Houphouët-Boigny. Jeune révolutionnaire Thomas Sankara, vous vous rappelez de lui. Le jeune Ibrahim Traoré, aujourd'hui jeune révolutionnaire, est en train d'être trahi par qui? Par un autre chef d'État ivoirien appelé M. Alassane Dramane Ouattara. Donc vous voyez que l'histoire se répète, n'est-ce pas? Elle est cyclique. L'histoire se répète toujours. Elle peut bégayer, elle peut avoir des atermoiements, mais elle finit toujours par arriver, n'est-ce pas, où elle doit arriver. Donc c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui là, parce que l'Afrique est en train de prendre sa place. L'Afrique retrouve déjà sa place dans le concert des nations. Et donc, le monde, on doit être là où les choses se décident. D'ailleurs, que nous sommes déjà presque les plus nombreux. Parce que si la Chine, qui a 1,3 milliard, 400 millions d'habitants aujourd'hui, et que l'Afrique aussi est déjà 1,2 milliard d'habitants, et nos sœurs, n'est-ce pas, du côté du Niger continuent à accoucher, vous voyez un peu beaucoup. Parce qu'ils accouchent 7 enfants, 8, 9, 10, 15. Bon, au Cameroun, j'encourage les filles à accoucher beaucoup. Vous voyez un peu, c'est l'Afrique. L'Afrique a trop de terre. Et c'est justement parce qu'on a mis, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'UNICEF, n'est-ce pas? L'UNICEF s'occupe de l'éducation, de la famille, de machin, plein de choses comme ça. Ils ont même des vaccins qui donnent là. Ils disent aux jeunes filles de ne pas trop faire d'enfants. De ça va. Mais non, nos mamans en ont accouché les 5, 10, 15. Une maman. Donc, s'il vous plaît, accouchez. L'Afrique est encore vierge. Il y a encore assez d'espace. Vous connaissez l'axe Douala-Yaoundé? Quand vous regardez les deux côtés, quand vous traversez, avant vous quittez la Dibamba, quand vous regardez de ce côté, la verdure, vous regardez de l'autre côté, la verdure, vous arrivez à Edea. Dès que vous traversez Edea, vous êtes aux côtés de... comment on appelle le village là? Vous regardez des deux côtés la verdure. Donc, vous parcourez des milliers et des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, non habités. Et vous dites que n'accouchez plus. Donc, madame, messieurs, faites beaucoup d'enfants. On a aussi besoin de cette verdure. Mais écoutez, on n'est pas des Blancs. C'est les Blancs qui ont détruit toute leur forêt. Ils n'ont plus rien. L'écosystème aujourd'hui du monde est protégé par l'Afrique. Après l'Amazonie, n'est-ce pas, qui est la première réserve, n'est-ce pas, écologique du monde, l'Afrique est la deuxième. Le bassin du Congo, par exemple, en premier pour l'Afrique. Vous voyez un peu donc, c'est parce que c'est cette peur, n'est-ce pas, de cette nouvelle Afrique qui fait que tout le monde entier, par exemple, quand les États-Unis parlent des pays pollueurs, et que c'est l'Afrique, on s'adresse plus à l'Afrique. Mais est-ce que l'Afrique pollue? Les plus grandes industries se trouvent où?
Le plus grand pollueur de la planète Terre s'appelle les États-Unis. Mais c'est l'Afrique qui régule l'atmosphère, et avec l'Amazonie. C'est l'Afrique, c'est le bassin du Congo. Quand ils nous demandent, ok, oh non, préserver les arbres, replanter les arbres, mais qui exploitent ces arbres-là? Les qui exploitent, n'est-ce pas, les ressources naturelles de l'Afrique? C'est pas eux, mais ils nous demandent de préserver, de trouver. Non, je pense qu'aujourd'hui, notre Afrique doit véritablement repenser son développement, parce qu'on ne peut pas entrer dans le même système que les États-Unis ou bien les Occidentaux. Et c'est ça l'aberration. Et je pense que c'est là où il faut appeler à la réflexion africaine pour voir est-ce que nous voulons le développement selon l'Occident, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'Occident, ça atteint l'apogée, n'est-ce pas, de leur civilisation, de leur industrialisation, de leur connaissance et de tout ce qu'il faut. Et regardez comment c'est en train de retomber sur eux comme un effet boomerang. C'est-à-dire, il n'y a plus des espaces de vie. Vous voyez un peu, tout le monde est reclus dans un petit appartement. Tout le monde, personne, ils sont véritablement ancrés dans, n'est-ce pas, dans un cercle où ils meurent seuls dans les maisons. Le système sociétal est complètement détruit. Donc, madame, ils ont peur de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils se déploient. C'est pour ça qu'ils sont engagés. C'est pour ça qu'ils envoient l'UNICEF, plan Cameroun, plan Afrique, plan ceci. Ils envoient les aides, ils envoient les ceci pour essayer de contrecarrer, pour faire davantage de nous des prisonniers. Vous savez que la dette n'a jamais développé un État. La dette n'a jamais développé. Donc, vous voyez que c'est des soi-disant aides. Les aides n'ont jamais développé des États. Et des aides qui ne sont jamais véritablement des aides, mais qui sont des prêts, n'est-ce pas, habillés. Des aides qui sont des prêts habillés. Donc, vous voyez que l'Afrique de demain est en train de faire peur aux Occidentaux et dont les États-Unis ont pris l'engagement de vouloir nous corrompre avec cette fausse proposition de 2 places. C'est l'ajout de 2 places. On a d'abord 2 places. 3 sièges, oui. 3 sièges. Comme des sièges tournants, on peut les appeler ainsi. Et donc, qui n'ont que le rôle d'observateur. On veut nous ajouter 2. Qui sera encore observateur. Attends, ces 5 places alors servent à quoi? À rien du tout, si on n'est que des observateurs. Et donc, vous voyez que les décisions de l'avenir se prennent là-bas sur place. Et il faut véritablement que nous nous retrouvons là-bas et nous parlons et nous disions ce que nous pensons. Et ça, je suis très d'accord. Ce n'est pas parce que c'est eux qui vont prendre la décision de changer ou bien de nous comprendre. Non. Nous-mêmes, nous nous comprenons et nous prenons notre engagement pour faire l'Afrique, de l'Afrique ce que nous voulons. Merci André-Christelle Fonga. Et bien, c'est sur cette note que nous allons refermer cette émission. Ça passe très vite le temps. C'est déjà terminé. Oui, c'est déjà terminé, André-Christelle Fonga. Je crois que vous aurez... on va peut-être réfléchir le lundi à élargir un peu le temps oui, parce que là, je me sens un peu inspiré, très inspiré par rapport à... Surtout quand ça concerne les questions africaines. Les questions africaines sont d'une importance capitale aujourd'hui pour notre jeunesse. Cette jeunesse qui, justement, a pris conscience que l'Afrique, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement les frontières. L'Afrique, c'est le Mali. L'Afrique, c'est l'Égypte. L'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique, n'est-ce pas, c'est la Namibie, c'est la Tanzanie. C'est tous ces pays-là, c'est la RDC. En fait, les problèmes qui se passent en RDC me concernent comme si j'étais quinois. Oui. Bon, comme c'est mon pays aussi de rêve, bon, en même tant temps. mieux. Merci André-Christelle Fonga. Allez, à très bientôt sur For You Radio. Merci infiniment pour votre temps, votre disponibilité et votre expertise apportée. Voilà, merci à ceux qui nous ont écoutés et regardés sur nos différents médias et sur nos plateformes For You Média Africa, Facebook et YouTube. Merci à Kelly, fidèle toujours à notre programme, qui était donc à la maestria du côté de la partie technico-artistique. On se retrouvera très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir, Edia.